La pauvreté paradoxale de l'Afrique, malgré son immense richesse naturelle, est une question profondément complexe qui ne peut être résumée en quelques explications simples. C'est un réseau d'exploitation historique, de manœuvres géopolitiques en cours et de défis socio-économiques profondément enracinés qui sont difficiles à démêler. Beaucoup de gens voient les vastes réserves de pétrole, de diamants, d'or et d'autres ressources précieuses du continent et se demandent pourquoi l'Afrique n'est-elle pas riche? Pour comprendre cela, nous devons explorer les facteurs internes et externes qui ont freiné l'Afrique et continuent de le faire. Tout d'abord, il est crucial de parler du sujet qui fâche, le colonialisme. Le colonialisme ne se résumait pas aux frontières et à la gouvernance. C'était une machine d'extraction qui a gravement paralysé le développement futur de l'Afrique. Des puissances européennes, comme la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et le Portugal, ont pris le contrôle des territoires africains, les dépouillant de leurs ressources telles que le caoutchouc, les diamants, le cuivre et la main-d'œuvre humaine sous la forme d'esclavage. Cette période a non seulement drainé les richesses de l'Afrique, mais a également perturbé les structures sociétales et étouffé le développement des économies locales. Les infrastructures construites à l'époque coloniale étaient conçues pour faciliter l'exportation des matières premières et non pour connecter les économies africaines à l'intérieur ou développer des industries susceptibles de conduire à une prospérité à long terme. Ainsi, lorsque ces nations ont accédé à l'indépendance, elles se sont retrouvées avec des économies structurées pour profiter aux colonisateurs et non à elles-mêmes. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus riches en ressources de la planète. Elle a été brutalement exploitée par la Belgique sous le règne du roi Léopold II, qui a traité le pays comme sa propriété personnelle. Le caoutchouc, l'ivoire et d'autres ressources ont été extraits à un coût humain inimaginable. Lorsque la Belgique a finalement accordé l'indépendance en 1960, le Congo s'est retrouvé avec des infrastructures minimales, des institutions faibles et de profondes divisions sociales. Cet héritage de pillage et de négligence continue de hanter le pays aujourd'hui. On pourrait penser qu'après avoir obtenu leur indépendance, les nations africaines auraient été en mesure de prendre leur destin en main, n'est-ce pas? Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, l'exploitation est devenue plus subtile et sophistiquée. Les multinationales occidentales, chinoises et d'autres puissances émergentes comme l'Inde continuent de dominer les industries clés de l'Afrique. Chaque année, ces sociétés extraient de l'Afrique des milliards de dollars de pétrole, de minerais et de produits agricoles, en ne payant souvent que très peu en retour. Ces richesses sont rapatriées vers les actionnaires de Londres, New York ou Pékin, tandis que les coûts environnementaux et sociaux sont supportés par les Africains. La Chine, par exemple, est devenue le premier partenaire commercial et investisseur de l'Afrique. Grâce à des initiatives telles que la nouvelle route de la soie, la Chine a investi des milliards de dollars dans des projets d'infrastructures africaines, des chemins de fer aux aéroports. Cependant, nombre de ces projets sont financés par des prêts que les pays africains peuvent difficilement rembourser. Lorsque ces dettes arrivent à échéance, des pays comme la Zambie et le Kenya se retrouvent à céder le contrôle de leurs actifs les plus précieux, mines, ports et centrales électriques, tombant ainsi dans ce que de nombreux experts appellent un piège de la dette. Les critiques affirment qu'il ne s'agit là que d'une nouvelle forme de colonialisme, où les pays africains deviennent redevables aux puissances étrangères en échange d'infrastructures dont ils ont tant besoin. Mais la Chine n'est pas la seule à jouer à ce jeu. Les entreprises occidentales continuent d'avoir la mainmise sur les ressources de l'Afrique. Prenons l'exemple du delta du Niger au Nigeria, où l'extraction pétrolière par des sociétés comme Shell et Chevron a dévasté l'environnement. Les communautés locales ont tiré peu de bénéfices des milliards générés par la production pétrolière, alors qu'elles souffrent de marées noires, de pollution de l'eau et de la perte de leurs moyens de subsistance. Ce n'est pas une histoire nouvelle, cela se produit depuis des décennies.
les multinationales occidentales drainant les richesses de l'Afrique tout en offrant peu en retour. Les richesses naturelles de l'Afrique s'avèrent souvent être davantage une malédiction qu'une bénédiction. Le terme « fléau des ressources naturelles » fait référence au paradoxe selon lequel les pays riches en ressources naturelles ont tendance à connaître une croissance économique plus faible et de moins bons résultats en matière de développement que les pays moins riches en ressources. Pourquoi? Parce que les richesses générées par ces ressources finissent souvent entre les mains d'une petite élite corrompue, laissant la majorité de la population dans la pauvreté. Dans des pays comme le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale, la richesse pétrolière a entraîné une corruption, un favoritisme et une mauvaise gestion endémique. Les dirigeants utilisant les recettes de l'extraction des ressources pour s'enrichir et se maintenir au pouvoir, souvent aux dépens de leurs citoyens. La concentration des richesses entre les mains de quelques-uns alimente également les conflits. La République démocratique du Congo, par exemple, est en proie à des guerres civiles et à des conflits armés depuis des décennies, en grande partie à cause de la concurrence pour le contrôle des vastes richesses minérales du pays. Des milices se disputent le contrôle de mines lucratives et les entreprises étrangères sont plus que disposées à conclure des accords avec des chefs de guerre et des fonctionnaires corrompus pour mettre la main sur ces ressources. Il en résulte un cycle de violence et de pauvreté qui a fait des millions de morts et de déplacés. La corruption est un obstacle majeur au développement de l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement de quelques politiciens corrompus, c'est systémique. Dans de nombreux pays, les fonds publics sont détournés par des fonctionnaires qui utilisent leur position de pouvoir pour amasser des fortunes personnelles. Cela sape la confiance du public, affaiblit les institutions et décourage les investissements étrangers. Des dirigeants comme Robert Mugabe au Zimbabwe et Mobutu Sese Seko au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, sont des exemples tristement célèbres de dirigeants qui ont pillé les ressources de leur pays tandis que leur peuple croupissait dans la misère. La corruption signifie également que les services publics, tels que les soins de santé et l'éducation, restent sous-financés. Comment un pays peut-il se doter d'une main-d'œuvre solide et instruite lorsque ses écoles sont en ruine et que ses enseignants sont sous-payés? Comment les gens peuvent-ils échapper à la pauvreté lorsque les hôpitaux sont mal équipés et que les soins de santé sont inaccessibles à la plupart de la population? Le manque d'investissement dans le capital humain crée un cycle de pauvreté difficile à briser. Un autre facteur qui maintient l'Afrique dans la pauvreté est la dette. Les nations africaines sont parmi les plus endettées au monde, beaucoup d'entre elles dépendant de prêts d'organisations internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces prêts sont souvent assortis de conditions, des conditions qui exigent des pays qu'ils mettent en œuvre des mesures d'austérité, qu'ils réduisent les dépenses publiques et qu'ils privatisent les actifs de l'État. Cela crée un cercle vicieux où les pays sont contraints de contracter de nouveaux prêts pour rembourser leurs dettes existantes, ce qui les laisse avec peu de marge de manœuvre pour investir dans leur propre développement. Et il n'y a pas que les institutions financières internationales. Des pays comme la Chine sont devenus d'importants créanciers des nations africaines. Si les investissements chinois dans les infrastructures sont salués par de nombreux gouvernements africains, ils ont souvent un coût élevé. Si les pays ne peuvent pas rembourser leurs prêts, ils risquent de perdre le contrôle d'actifs essentiels, comme les ports ou les droits miniers, au profit d'entreprises chinoises. Cela nous amène à la théorie de la dépendance, qui postule que les relations économiques entre les pays développés et les pays en développement sont intrinsèquement inégales. L'Afrique exporte des matières premières, pétrole, minerais et produits agricoles, vers les pays développés, qui transforment ensuite ces matières en produits à forte valeur ajoutée et les revendent à l'Afrique. Cela crée une situation dans laquelle
les nations africaines sont cantonnées dans un rôle d'exportateur de matières premières, incapables de développer leur propre secteur manufacturier et de diversifier leurs économies. En conséquence, elles restent dépendantes de l'Occident, de la Chine et d'autres pays développés pour les produits finis, la technologie et les investissements. Défis environnementaux et changements climatiques. L'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, alors qu'elle est celle qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. La hausse des températures, la modification des régimes pluviométriques et la fréquence accrue des sécheresses ont déjà des répercussions sur le continent. Dans des pays comme l'Éthiopie et le Kenya, les agriculteurs qui dépendent de l'agriculture pluviale ont du mal à faire face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles. La désertification progresse au Sahel, déplaçant des millions de personnes et aggravant l'insécurité alimentaire. Les inondations dans des pays comme le Mozambique ont provoqué des destructions considérables, plongeant davantage de populations vulnérables dans la pauvreté. Ces défis environnementaux sont aggravés par la dégradation de l'environnement causée par l'exploitation minière, l'exploitation forestière et l'extraction pétrolière. Dans des pays comme le Nigeria, les marées noires ont pollué les rivières et les terres agricoles, détruisant les moyens de subsistance et plongeant les populations dans la pauvreté. La déforestation du bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, contribue au changement climatique mondial, tout en menaçant les moyens de subsistance des communautés indigènes qui dépendent de la forêt pour survivre. L'espoir d'un avenir meilleur? Malgré ces immenses défis, il existe des lueurs d'espoir à travers le continent. De nombreux pays africains font des progrès dans l'amélioration de la gouvernance, la réduction de la corruption et l'investissement dans les infrastructures et le capital humain. Le Rwanda, par exemple, est considéré comme un modèle de réussite, son gouvernement misant sur l'innovation technologique et l'éducation. Le Ghana est un autre pays qui a réalisé des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la stabilité politique. La jeune population africaine pourrait être l'un de ses plus grands atouts dans les années à venir. Avec des investissements adéquats dans l'éducation, la santé et les infrastructures, le continent pourrait exploiter l'énergie et la créativité de ces jeunes pour stimuler la croissance économique et l'innovation. L'Afrique commence également à se tourner vers l'intérieur, avec des accords commerciaux intra-africains comme la zone de libre-échange continentale africaine, qui offre le potentiel de stimuler les échanges entre les nations africaines et de réduire la dépendance aux marchés étrangers. Cependant, pour que l'Afrique puisse véritablement libérer son potentiel, des réformes internes et une restructuration de ses relations avec le reste du monde sont nécessaires. Le continent doit se libérer des cycles d'exploitation, d'endettement et de corruption qui l'ont empêché d'atteindre son plein potentiel. Mais la communauté internationale laissera-t-elle l'Afrique faire? Et surtout, les dirigeants africains seront-ils à la hauteur du défi qui consiste à guider leur nation vers un avenir plus prospère? La question n'est pas seulement de savoir si l'Afrique est pauvre, mais combien de temps ces forces systémiques continueront-elles à l'empêcher d'atteindre son véritable potentiel? Combien de temps encore les puissances étrangères, les multinationales et les élites corrompues seront-elles autorisées à maintenir les richesses de l'Afrique hors de portée de son peuple?